Donc, bonjour tout le monde. Mon nom est Félix Berrigan, comme on l'a annoncé tout à l'heure, professeur à la Faculté des sciences de l'activité physique de l'Université de Sherbrooke. Je suis kinésiologue de formation, donc je m'intéresse beaucoup à l'activité physique. C'est pour ça que je reste rarement devant un lutrin, puis je vais me promener en avant ici de la scène. Aujourd'hui, je vous présente Sédentarius, une présentation que j'ai imaginée, pas grand public, pas présentation de recherche. Je ne savais pas trop un peu comment orienter cette présentation-là. Donc, j'ai choisi un peu de faire un melting pot des différentes études qu'on a fait dans les années, mais en ciblant plus particulièrement l'adolescence. Et c'est probablement parce que mes enfants ont présentement 14 et 16 ans que j'ai ciblé l'adolescence dans ma présentation. Puis en y réfléchissant, j'ai trouvé ça drôle parce que chacune des études que j'ai faites depuis 2009, où j'ai été embauché à l'Université de Sherbrooke, j'ai été prioritairement dans les populations de l'âge de mes enfants. Donc, j'ai commencé dans les CPE pour ensuite être au primaire, ensuite au secondaire. Puis, je commence actuellement des études au cégep, au collégial, à l'université pour devancer peut-être un peu quand mes enfants vont s'en venir. Puis même, on a des études qui s'en viennent éventuellement pour la formation générale aux adultes, tout le temps sur l'idée d'adopter de saines habitudes de vie. Sédentarius, qui veut dire qui s'assoit, je pense que c'est vraiment ce qui est arrivé à l'humanité au cours des dernières années. On s'est assis de plus en plus. Les écrans ont probablement un rôle à jouer, mais pas seulement les écrans. Les avancées technologiques qui sont même sans écran, la mécanisation a amené le travail à être de plus en plus sédentaire et faire en sorte qu'on passe de plus en plus de temps assis au cours d'une journée. Euh, donc aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement de la sédentarité. Et une distinction qui est importante de faire en début de présentation, c'est une distinction qui est l'inactivité physique et la sédentarité. Juste pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, le fait d'être inactif, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on est sédentaire, et le fait d'être sédentaire ne veut pas dire qu'on est inactif. Le meilleur exemple de ça, moi, je trouve, c'est ma mère qui travaille chez Simons à Québec, qui est une personne inactive parce qu'elle ne rencontre pas les recommandations en matière d'activité physique chez les adultes, c'est-à-dire faire 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée à élevée par semaine. Par contre, son travail l'amène à être debout toute la journée et elle n'est pas sédentaire à ce moment-là. Quand on regarde la sédentarité, c'est quelque chose qui est relativement récent, par contre, comme étant identifié comme un facteur de risque pour la santé. La première étude qui a identifié la sédentarité comme étant un facteur de risque pour la santé, c'est une étude de Owens en 2014. Donc, ça fait que 11 ans qu'on a identifié la sédentarité comme étant un facteur de risque pour la santé. Avant ça, ben, un peu comme moi j'ai fait, on étudiait l'activité physique d'intensité modérée à élevée, celle qu'on pensait qui était la meilleure pour la santé. Et on ignorait même l'activité physique, qu'on dit l'activité physique d'intensité légère. Alors que les recommandations canadiennes aujourd'hui sont maintenant sur 24 heures, ce qui est pour moi un bon pas un pas dans la bonne direction parce que maintenant, on regarde le mouvement sur l'entièreté de la journée en incluant le sommeil, les comportements sédentaires, l'activité physique d'intensité modérée à élevée et l'activité physique d'intensité légère. Et aujourd'hui, ce que je veux vous présenter, c'est un peu le lien qui existe entre ces différents comportements de mouvement sur 24 heures et l'apparition des écrans dans nos vies. Est-ce qu'il y en a qui ont connu des télévisions qui ressemblaient à ça dans leur jeunesse? En tout cas, moi, j'en ai eu. Dans mon temps, écouter la télévision, c'était un sport. En partant, quand je voulais écouter la télévision sur l'heure du midi la semaine, ben, il fallait que je reparte de l'école puis je me rende chez ma grand-mère en marchant. Puis souvent même, c'était plus en courant parce que sinon, j'allais arriver en retard pour l'émission. Sur l'heure du midi, je ne sais pas quel âge vous avez, mais j'écoutais les pierres à feu. Bonne réponse. Donc, quand j'étais jeune, j'écoutais les pierres à feu. Donc, si je ne voulais pas les manquer, je devais courir jusqu'à chez ma grand-mère pour dîner, m'assurer que j'engloutissais son dîner en moins de 5 minutes, puis je pouvais m'asseoir devant la télévision. Puis avant de m'asseoir, ce qui était important, c'était d'allumer la télévision donc, et de choisir le bon poste. Parce que si jamais je n'avais pas choisi le bon poste, j'aurais été obligé de me relever pour changer le poste. Et si jamais il ne faisait pas beau cette journée-là, j'étais obligé aussi de me relever
pour jouer avec les petites antennes, m'assurer que l'image était relativement claire. Et là, je pouvais écouter mes pierres à feu pendant une trentaine de minutes. La télévision a été inventée en 1896. Réalistement, elle est arrivée aux années 1920, les premières télévisions, les premières diffusions. Avant la Première Guerre mondiale, on a eu la première émission télévisée en direct. Et c'est vraiment après la Deuxième Guerre mondiale qu'il y a eu une commercialisation de la télévision. Et ça a pris que 10 ans pour en arriver avec 90% de la population qui avait une télévision. Aujourd'hui, en moyenne, les Québécois, si je me rappelle des chiffres de 2019, écoutent en moyenne 22 heures de télévision par jour. Et c'était à peu près la même chose en 1960. Puis quand je dis en 2019, c'était un peu moins que les années d'avant. En fait, on écoute un peu moins la télévision qu'on l'écoutait auparavant. Puis en fait, c'est surtout dû aux jeunes qui ont complètement délaissé la télévision pour s'en aller vers le cellulaire. Donc, la télévision est restée présente dans nos vies, mais contrairement à cet outil-là qui est apparu, encore une fois, le téléphone inventé dans les années 1890, ça y a pris quand même 70 ans avant d'être décroché du mur et qu'on puisse partir avec. Avant, moi, c'était le petit boudin, fait qu'on ne pouvait pas aller très loin. On en avait des très, très longs à l'époque, mais on ne pouvait pas aller quand même très, très loin avec nos téléphones. En 1973, le premier téléphone cellulaire. Combien il pesait? 3 livres. On peut dire que c'était portable et il valait aussi 3 000 à l'époque, ce qui est beaucoup plus cher même que ce qu'on a sur le marché aujourd'hui. Et il faisait pas mal moins de choses que les cellulaires d'aujourd'hui. Leur principal aspect aux cellulaires, puis pourquoi ils sont aussi utilisés, c'est qu'ils ne sont plus simplement des outils pour transmettre des images. Ils nous permettent aussi de gérer nos agendas, d'organiser notre temps, de communiquer avec nos proches, ce que la télévision ne faisait pas à l'époque. Et il est facilement plaçable dans nos poches. Et si vous regardez aujourd'hui les ados, quand on regarde, nous, les données qu'on a à l'université, c'est 99% de nos étudiants qui ont un cellulaire. Au secondaire, on est à 95%. Et ça, si on prend que secondaire deuxième cycle, donc 3, 4, 5, on augmente à 99%. Donc, ceux qui en ont vraiment peu ou moins, c'est les secondaires 1 et 2, où on voit que c'est vraiment, mais quand même, une fois, on est encore en haut de 90% des jeunes de 12 ans et plus qui ont un cellulaire ici dans les données qu'on obtient au Québec. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer un peu comment cet outil-là a pris une place aussi importante dans nos vies et quel impact ça a eu sur le mouvement de l'être humain. Comment ça l'a amené à s'asseoir davantage. Donc, le cellulaire en recherche, c'est beaucoup le temps qu'on regarde. En fait, ça a été ça à l'origine, mais maintenant, on se rend compte que c'est une problématique qui est beaucoup plus large que le temps. Puis même que le temps d'écran ne semble pas expliquer beaucoup de choses dans bien des études. Puis je regardais tout à l'heure, j'entendais justement madame qui a fait le mot d'ouverture, la doyenne, dire qu'elle a étudié le cerveau. Mais il y a une grande étude aux États-Unis qu'on appelle le ABCD Study, je ne sais pas si vous connaissez, qui est pour le Adolescent Brain Cognitive Development, et qui a pris des images des cerveaux des adolescents et qui a montré en fait que quand on isole le temps d'écran, on n'est pas capable de montrer d'effets néfastes des écrans. Il faut aller plus loin que le temps pour être capable de lier cette utilisation-là à des méfaits. Avec le temps, on s'est dit, ben, on va probablement le découper. Ce n'est pas tous les temps d'écran qui sont égaux. Et un des classiques, c'est d'avoir le temps d'écran pour le travail, celui que vous faites probablement comme moi, donc d'être assis devant un ordinateur pendant 8 heures par jour. Il y a le temps pour nos étudiants, nos élèves qui sont à l'école, que ce soit devant un tableau blanc interactif, que ce soit devant une tablette maintenant qui sont de plus en plus populaires dans les écoles. Et il y a le temps d'écran qu'on dit de loisir. Ce qui est un enjeu pour moi, qui est un spécialiste du mouvement humain, c'est que dans beaucoup d'études, on étudie le temps d'écran de loisir. Et dans beaucoup de recommandations, c'est le temps d'écran de loisir qui est mis de l'avant comme étant celui qu'on doit limiter. Entre autres, si on regarde les recommandations de la Société canadienne de physiologie de l'exercice,
on dit que les jeunes ne devraient pas passer plus de 2 heures par jour de temps d'écran de loisirs. D'accord? Mais réalistement, s'ils sont assis à l'école devant un écran, s'ils ont un travail qui implique d'être assis devant un écran, ils sont assis toute la journée quand même. Et d'un point de vue de sédentarité, il y a des effets néfastes, que ce soit du travail, que ce soit du loisir, que ce soit pour l'école. Donc, c'est un enjeu pour moi que de considérer que le temps de loisir. Et ça, c'est aussi une limite dans beaucoup d'études qui ont été faites parce que c'est souvent l'aspect qu'on questionne dans les recherches, combien de temps de loisir les gens font devant un écran. Et ce qu'il faut faire attention encore une fois, quand je regarde, par exemple, la nature, bien, le temps d'écran que moi je passe devant un ordinateur à l'université, est-ce que l'écran, finalement, est quelque chose qui a un effet sur moi ou c'est l'écran? On peut associer les effets du temps d'écran à mon écran ou à mon travail universitaire qui m'impose d'être assis devant un écran. Quand je vous dis que l'écran n'est pas nécessairement toujours la première cible et qu'il y a probablement des causes sous-jacentes, vous pourrez le voir tout à l'heure. On a aussi étudié beaucoup le moment de la journée. Donc, ben, à l'école, puis vous allez le voir, il y a quand même une bonne différence. Quand les jeunes sont à l'école ou quand ils sont à la maison, le temps d'écran n'est pas le même. Mais il y a aussi des recommandations du fait de ne pas utiliser un écran 1 heure avant le coucher, donc qui viendrait nuire au sommeil, puis on va en reparler un petit peu plus tard. Également, le contexte d'utilisation. Donc, quand je joue à des jeux vidéo tout seul dans mon sous-sol dans le noir, ben, ce n'est pas la même chose que si je joue à des jeux vidéo avec mon père, puis qu'on est en train d'avoir du plaisir l'après-midi, puis de discuter en même temps. Donc, ça aussi, c'est un facteur qu'il faut prendre en compte dans l'impact que les écrans peuvent avoir. Également, le contenu, puis là, on voit beaucoup de réseaux sociaux, mais en fait, c'est un peu qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on regarde des vidéos sur Netflix? Est-ce qu'on est en train de chatter sur des réseaux sociaux? Est-ce qu'on est en train d'étudier? Donc, qu'est-ce que j'utilise? Quelles sont les applications utilisées? Puis, au-delà de ça, les applications, souvent, on parle de bannir TikTok, alors que moi, quand je regarde ma fille, souvent, je la vois cuisiner à cause de TikTok parce qu'elle a vu des recettes qu'elle reprend. Donc, l'effet TikTok, pour moi, dans son cas, sur cet aspect-là particulier, me semble quand même intéressant. Donc, comme vous le voyez, les écrans, c'est quelque chose de complexe et c'est pourquoi beaucoup de recommandations ont délaissé le 2 heures maximum. Pour beaucoup d'organismes, le temps n'est plus un enjeu. On parle d'une utilisation équilibrée des écrans qui doit être faite, considérant la nature, le moment, le contexte, le contenu. Et les caractéristiques individuelles des jeunes. Parce qu'il y a des jeunes avec certaines vulnérabilités, il y a des jeunes qui sont plus sensibles, certaines caractéristiques individuelles qui peuvent venir influencer pour un même temps, un même contenu et avoir des effets différents. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais porter à votre attention. Le plus gros enjeu pour moi, malgré tout ce que je viens de dire, ce qui m'inquiète, ce n'est pas l'utilisation des écrans. C'est qu'est-ce que le temps est venu remplacer dans l'horaire des jeunes. On parle souvent en recherche de temps emprunté. Tout le monde le sait, on a 24 heures dans une journée, même si des fois on aimerait en avoir un peu plus. Mais quand je fais 2 heures d'écran, peu importe qu'il soit pour les loisirs, le travail ou pour l'école, c'est 2 heures que je ne fais pas autre chose. Et ça, il y a des études qui ont montré, entre autres, que les écrans avaient emprunté du temps sur certains autres comportements. Ce que vous avez ici, c'est un graphique des minutes par jour passées en face à face avec des amis pour les différentes tranches d'âge. D'accord? C'est une grande étude américaine qui a montré ça. Et ce que vous pouvez voir, puis là, je vais me déplacer de ce côté-ci, fait que chaque point représente un groupe de 15-24 ans, donc ce n'est pas les mêmes jeunes qui sont pris aux différents points. Mais vous pouvez voir clairement qu'autour des années 2009-2010, il y a eu une diminution drastique chez les 15-24 ans du temps en minutes passé en face à face avec des amis. Qu'est-ce qui s'est passé en 2009-2010? C'est ce qu'il y en a qui se rappellent, peut-être plus même 2008, 2007 aux États-Unis, 2008 au Canada, l'arrivée du premier iPhone.
Bien que les études soient souvent pas capables de faire ce lien directement là, on n'est pas capable de dire qu'il y a une cause à effet, mais on observe souvent des grands changements populationnels dans ces années-là. Et entre autres, je ne sais pas s'il y en a qui ont lu Anxious Generation de Jonathan Haidt, qui est, je vous recommande, un excellent ouvrage d'un psychologue américain, qui fait un peu le portrait de cette génération-là. Et il y a d'autres indicateurs comme ça qui montrent que les comportements des jeunes aujourd'hui ont changé. Je ne vous dis pas que c'est mieux, que c'est moins bien ou quoi que ce soit, mais on peut constater qu'ils ont beaucoup moins d'interactions en face à face avec leurs amis. Et ça, c'est quelque chose qui est différent et qui les amène à se développer aussi différemment. Il y a des statistiques dans cette même étude-là, en fait, dans cette grande entête américaine-là, qui montrent aussi que les jeunes sont moins nombreux à avoir un permis de conduire pour le même âge il y a 10 ans. Même moins nombreux à avoir une relation avec un chum ou une blonde. Donc, ils ont quand même beaucoup changé la façon dont ils se comportent dans la vie. Une hypothèse qu'on a beaucoup quand on parle de l'utilisation des écrans, c'est l'hypothèse de boucle d'or. Est-ce que tout le monde connaît l'histoire boucle d'or et des trois ours? Ça va. Je ne suis pas obligé de la raconter aujourd'hui. En fait, c'est toujours un peu l'idée de trop chaud, trop froid, juste correct. D'accord? Donc, quand on parlait du gruyot dans boucle d'or, les écrans, c'est un peu la même chose. Puis il y a une grande enquête qui s'intéressait à voir, est-ce qu'on a cet effet-là avec les écrans? L'effet boucle d'or. D'accord? Et là, ici, on a une étude qui a regardé, entre autres, différents comportements avec les écrans. Regarder des TV, des films, jeux vidéo, ordinateurs, téléphones intelligents. Si on n'en a aucun, puis on augmente graduellement l'utilisation. Ce que vous pouvez voir, en fait, sur cette image-là, c'est que de ne pas avoir aucun engagement avec des écrans, c'est moins bon que d'en avoir de façon modérée. Et cette hypothèse-là, en fait, est soutenue par l'étude qui a été réalisée ici, que il faut trouver un juste milieu à cette utilisation des écrans-là. Et nos données, je vais vous le remonter tout à l'heure sur la santé mentale des jeunes, montrent cet effet boucle d'or-là aussi. Ce que je trouve intéressant de cette diapositive-là aussi, c'est de voir, puis quand je vous disais que ce n'est pas juste le temps qui compte, quand vous regardez les différentes courbes de couleurs qui sont associées aux différents comportements d'écran, vous pouvez voir que la courbe du bien-être n'évolue pas exactement de la même façon. Les jeux vidéo n'ont pas les mêmes effets que les ordinateurs ou les téléphones intelligents sur la courbe du bien-être. Au-delà de ça, même, le temps d'écran, la semaine et la fin de semaine n'ont pas le même impact. Le temps d'écran la semaine semble plus dommageable que le temps d'écran la fin de semaine. Donc, quand je vous disais que c'est plus complexe que simplement le temps, il faut prendre le temps justement de décortiquer ces différents comportements-là pour bien comprendre leur effet chez les jeunes. Donc, je vais vous parler des effets des écrans maintenant, une fois que je vous ai dit un peu comment on doit considérer ces différents écrans-là. J'aime pas le mot effet, mais je l'ai quand même mis là. Souvent, ce qu'on voit dans nos études, c'est des relations, des corrélations, mais ce n'est pas nécessairement du cause à effet. Comme je vous expliquais, souvent, je pense que c'est multifactoriel, puis on n'est pas capable nécessairement toujours de mettre le doigt sur qu'est-ce qui cause, par exemple, de l'anxiété, de la détresse psychologique. Mais je vais vous présenter quand même l'impact que nous, on a pu documenter dans la littérature. Puis je vais vous mettre en perspective aussi certains commentaires de jeunes qu'on a recueillis. Moi, à la base, je suis quelqu'un de très quantitatif dans les études que j'ai faites. Même pendant mon doctorat, c'était dans un labo, puis on fait des tâches hyper contrôlées. Je te fais faire 400 pointages, puis on fait des tâches d'apprentissage moteur. Puis avec le temps, j'ai découvert que cette valeur-là, si on ne questionne pas les jeunes, elle est plus difficile à expliquer. Fait qu'on s'est mis à faire aussi des entretiens semi-dirigés, des groupes de discussion avec des jeunes. Puis, si jamais éventuellement vous avez des questions, là, je vous présenterai que quelques extraits aujourd'hui. Mais je vais essayer de mettre un peu en perspective ce qu'on a comme données et leur perception. Donc, la première chose, le sommeil. Dans nos études, on essaie de documenter le sommeil. On utilise souvent un outil qu'on appelle le Pittsburgh Sleep Index. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, qui est un outil qui permet de documenter la qualité, la durée du sommeil dans sa perspective, mais aussi la perspective de quelqu'un avec qui on habiterait, ce qui permet un peu de corroborer les données.
Puis également aussi, on utilise l'accélérométrie. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent l'accélérométrie, mais vous en avez tous dans votre cellulaire. On peut faire la même chose avec les montres intelligentes aujourd'hui. Puis, on est capable de façon assez précise, malgré que ce n'est pas l'étalon de mesure, de déterminer les durées de sommeil, les périodes d'éveil. Et ce qu'on constate, c'est que c'est probablement dans les variables que je vous présente aujourd'hui, celle sur laquelle on sait que les écrans ont le plus d'impact. Le sommeil, c'est systématique dans les revues de littérature, dans les méta-analyses, dans les études qui sont faites. On est clairement capable de lier une moins bonne qualité de sommeil, une moins bonne quantité de sommeil à l'utilisation des écrans. Et au-delà de ça, les études montrent même que de ne pas l'utiliser, mais d'y avoir accès, influence la qualité et la quantité du sommeil. Et ça, c'est des études qui ont été faites en laboratoire où on sortait, par exemple, le cellulaire de la pièce, où on le restait dans la pièce, et on montre clairement que le sommeil est perturbé s'il est dans la pièce, même s'il n'est pas utilisé. Et nos données montrent à peu près les mêmes choses. Par contre, quand on questionne les jeunes, ils ont des perspectives des fois qui peuvent être un peu différentes. Entre autres, puis là, c'est toujours des noms fictifs vieux parce que c'est moi qui les ai déterminés pour pas qu'on identifie les jeunes. Mais j'ai Paul, 15 ans, qui dit que moi, en fait, je trouve que ça m'aide pour dormir parce que quand je suis sur mon cellulaire, souvent, c'est parce que je ne suis pas fatigué, donc j'attends que je sois fatigué. Et là, je ferme les yeux. On a quand même beaucoup de jeunes qui disent, bien, avant de me coucher, moi, ça me fait du bien pour me détendre. Et les écrans, souvent, quand on regarde l'utilisation qui est faite chez les jeunes ou quand on les questionne pourquoi ils les utilisent, c'est soit pour être en contact avec leurs amis ou pour diminuer leur stress ou leur anxiété. Alors qu'on le sait probablement très bien, ça n'en cause probablement plus que ça n'enlève au final. Par contre, je ne vous lirai pas les deux autres extraits, mais on a Sébastien puis Julie, et c'est assez unanime, je dirais, quand on pose les effets, on questionne les jeunes sur les effets que les écrans ont. La réponse qui ressort le plus souvent, c'est le sommeil. Et c'est particulièrement parce qu'ils retardent l'heure à laquelle ils vont s'endormir. Et nos données d'accélérométrie, en fait, ils sont très honnêtes aussi, les jeunes, parce que quand je leur demande de remplir le questionnaire, ils me disent, puis je leur demande à quelle heure ils se couchent la semaine. Au début, j'étais vraiment étonné, mais c'est 1 heure du matin, 2 heures du matin, minuit et demi. Et quand je regarde les données d'accélérométrie, c'est effectivement ce que j'ai. L'enjeu de se coucher à 1 heure du matin ou 2 heures du matin la semaine, c'est que l'école au Québec, elle commence tôt, ce qui fait des petites nuits. Surprenamment, par contre, quand on regarde les données de la fin de semaine, ils se couchent encore à peu près aux mêmes heures, pas beaucoup plus tard. Souvent même, en fait, je me rappelle de ce qu'on a. Ils ne se couchent pas vraiment plus tard, mais ils se lèvent beaucoup plus tard. Et la fin de semaine, je pense que de mémoire, on a 70 des jeunes adolescentes qui respectent les recommandations en matière de sommeil. Donc, est-ce que c'est les écrans qui font qu'ils manquent de sommeil ou c'est l'école qui commence trop tôt le matin? Ils vont dire que c'est l'école qui commence trop tôt. Maintenant, la sédentarité. Donc, la sédentarité et les écrans. J'aime toujours les gens qui disent « dans mon temps, on était dehors, dans mon temps, on jouait, dans mon temps, on était pas mal moins sédentaire que vous ». Mais c'est quand même assez récent qu'on a été capable de voir des données qui nous ont permis de dire qu'effectivement, en 2005, ça c'est une étude norvégienne, qui ont suivi, en fait, qui ont remesuré des temps de cohorte en 2005, 2008 puis 2011-2018 et qui ont regardé est-ce que les jeunes de ces années-là sont plus sédentaires que leurs prédécesseurs. Je vous rappelle l'invention ou l'arrivée du premier iPhone 2007 aux États-Unis, 2008 au Canada. Donc, dans le milieu de ces deux courbes-là. Et effectivement, entre 2005 et 2018, on a eu une augmentation de la sédentarité chez les populations d'adolescents norvégiens. Je vous reviens tout à l'heure avec nos données québécoises, mais on observe probablement la même chose. Chez les 9 ans, on a augmenté de 29 minutes entre ces deux périodes-là et de 21 minutes chez les jeunes de 15 ans. Vous allez me dire, bon, 29 minutes, c'est pas tant que ça.
L'enjeu, c'est que c'est difficile d'augmenter quand la moyenne, c'est 8,6 heures par jour de sédentarité. D'autres études, puis en fait, si je reviens à celle-là, un des enjeux, c'est que, encore une fois, puis on le voit encore dans le titre, à l'ère de l'accès à l'Internet constant, mais ils n'ont pas fait ce lien-là. C'est encore une fois une hypothèse, dire que la sédentarité qu'on observe, elle est due au fait qu'on a de nouvelles technologies qui sont apparues. Fait qu'il y a des études qui se sont intéressées, celles que je vous présente ici, à décortiquer ce temps sédentaire-là. Et en 2010, de mémoire, donc on se retrouve à peu près dans le milieu des deux périodes qui étaient sur la figure de gauche, bien, on pouvait voir que dans le temps sédentaire, il y en avait 40 qui étaient avec écran et 60 de ce temps-là était sans écran. Donc, il y avait beaucoup de comportements sédentaires qui, en réalité, étaient des comportements sédentaires qui n'étaient pas liés à l'utilisation des écrans. Nos données à nous au Québec, donc là, on est présentement, en fait, en train de recueillir ces données-là. On est rendu à 700 jeunes qui ont rempli des questionnaires, qui ont porté des accéléromètres. Et ce qu'on voit en frais de sédentarité chez les 12-17 ans, en semaine, c'est 7,4 heures par jour de temps sédentaire que les jeunes font. La fin de semaine, 11,3 heures de temps sédentaire. Et ça corrobore aussi nos données d'activité physique. Quand ils sont à l'école, ils font plus d'activité physique. Quand ils sont à la maison, ils en font moins. Si je découpe ces données-là, ben, les plus jeunes ont des chiffres un peu moins bas, un peu plus bas de sédentarité, alors que les plus vieux ont des chiffres un peu plus élevés de sédentarité. La moyenne chez les secondaires 3, 4, 5, c'est 12,8 heures de sédentarité la fin de semaine. Ce qui différencie, si on fait la moyenne de ça, ça ressemble quand même un peu aux données que j'avais sur les diapositives précédentes. On a encore augmenté probablement d'un 30 minutes en moyenne dans les 6-7 dernières années. Mais ce qui a beaucoup changé dans nos données par rapport à celles que je vous ai présentées précédemment, c'est la proportion de ce temps sédentaire-là qui est occupé par des écrans. Tantôt, on parlait d'un ratio 40 avec écran, 60 sans écran. Là, on a renversé la tendance. On est plus dans un ratio 60 avec écran, même près de 66 avec écran, et 30 ou 40 sans écran. Et ces chiffres-là sont encore plus élevés si on découpe, en fait, on sépare les plus jeunes des plus vieux, donc les plus jeunes tirant la moyenne vers le bas, les plus vieux tirant la moyenne vers le haut. Si on compare les garçons puis les filles sont légèrement plus sédentaires que les garçons, mais moins à cause des écrans. Donc, les garçons ont une proportion de leur sédentarité qui est beaucoup plus liée à l'utilisation des écrans. Ce que les jeunes pensent de la sédentarité et de l'inactivité physique. Donc, Victoria, moi, je pense que ça, les écrans, peut être mauvais parce qu'on ne bouge pas beaucoup, on est stagné et on peut rester pendant des heures à ne pas trop faire d'activité physique. Donc, de façon générale, les jeunes nous disent que, bien, effectivement, les écrans font en sorte qu'on est moins actif. Par contre, David, puis c'est un commentaire qu'on a quand même beaucoup aussi des garçons, mon ciel n'influence pas mon sport, je suis inscrit à plein de sports et ça ne change rien si j'ai un cellulaire ou non. Quand on questionne directement la sédentarité ou l'inactivité physique, ce qu'on obtient, c'est que les jeunes sont majoritairement d'accord qu'ils sont plus assis qu'avant, donc plus sédentaires, mais ils n'ont pas l'impression que ça influence leur activité physique. Et je vais vous y revenir tout à l'heure, mais en fait sur la diapositive prochaine, mais c'est effectivement un peu vrai. Mais les jeunes ont souvent l'impression que parce qu'ils font 1 heure de basketball à chaque jour ou un sport à chaque jour, ils ne sont pas sédentaires. Et une des façons, des fois, de leur faire prendre conscience de l'impact des écrans, c'est de leur expliquer qu'est-ce que c'est que la sédentarité. Et une fois qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est que la sédentarité et qu'il y a des effets négatifs au fait d'être sédentaire, malgré le fait que je fais du sport à chaque jour, bien, ça les amène à revoir autrement leur temps d'écran. Ça, c'est une stratégie déjà que beaucoup, on essaie de travailler avec les jeunes, de démystifier
cette différence-là qui existe entre sédentarité et inactivité physique. Quand on s'intéresse à l'activité physique à proprement dit, mais on peut souvent diviser l'activité physique en 3 grands comportements. Les comportements sédentaires que je vous ai déjà présentés avant, l'activité physique légère qui est souvent liée aux activités de la vie quotidienne, faire le ménage, la cuisine, simplement sortir, promener son chien, et les activités physiques d'intensité modérée à élevée. Ici, c'est une étude que je vous présente vraiment intéressante, que je reprends extrêmement souvent parce que c'est une des premières études qui s'est intéressée à documenter l'activité qui est au milieu, c'est-à-dire l'activité physique d'intensité légère. En recherche, on fait toujours des extrêmes. Au début, on était juste activité physique modérée à élevée. Là, on s'est dit, ah, finalement, les comportements sédentaires, c'est intéressant aussi. Puis là, on commence à s'intéresser à l'activité physique d'intensité légère. Mais ça en est une des premières qui a montré, en fait, que l'activité physique d'intensité modérée à élevée au cours de l'adolescence, elle changeait peu. En fait, elle diminue, mais très, très peu, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Puis nos données montrent à peu près la même chose. Quand on regarde là, dans les dernières années, on voit des effets parfois de l'âge, mais ils sont relativement faibles au niveau de l'intensité d'activité physique d'intensité modérée à élevée. Où on voit les plus grands effets, c'est l'activité physique d'intensité légère qui a diminué à travers les années. Et c'est effectivement ce que cette étude a montré là, c'est-à-dire que les comportements sédentaires ont pris la place des activités physiques d'intensité légère. Et c'est pourquoi les jeunes, quand je vous dis qu'ils n'ont pas l'impression souvent d'être affectés parce qu'ils font du sport, bien, ils ont un peu raison dans le sens qu'effectivement, leurs activités physiques d'intensité modérée à élevée fluctuent beaucoup moins que leurs activités physiques d'intensité légère. Et dans leur étude, Candola, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont montré un lien très étroit entre la santé mentale des jeunes et une augmentation des activités physiques d'intensité légère au cours d'une journée. Et ça prenait que 15 minutes, un ajout de 15 minutes pour voir des effets sur les symptômes de dépression, qui dans ce cas-là était la mesure principale de cette étude-là. Dans nos données, on s'est aussi intéressé à la santé mentale. C'est devenu un incontournable. Donc, je vous l'ai dit au début, on n'était qu'activité physique. On a été obligé d'écrire les éclans, puis maintenant, on est obligé d'inclure la santé mentale. Donc, on a fait puis en fait, ça, c'est une étude qui a été réalisée auprès de plus de 4000 jeunes du secondaire, où on a mesuré, on a documenté la pratique d'activité physique, on a documenté l'utilisation des écrans et on a mesuré à l'aide de questionnaires standardisés l'estime de soi. Et quand je vous parlais d'effet boucle d'or, ben, on l'a au niveau des écrans. Peu ou pas d'utilisation des cellulaires, on a une estime de soi qui est moins élevée que si j'utilise des écrans. Ensuite, plus j'augmente mon utilisation des écrans, bien, plus l'estime de soi diminue. Ce qui est intéressant dans cette étude-là, c'est qu'on s'est intéressé à dire, bien, on va regarder aussi l'activité physique avec la même variable. Bien, pour l'activité physique, on a l'effet inverse. Pas d'activité physique, on n'a pas l'effet boucle d'or, pas d'activité physique, on a une plus basse estime de soi. Mais plus on augmente la pratique d'activité physique, plus les cohortes d'étudiants ont une estime de soi qui est plus élevée. On a regardé d'autres paramètres comme l'anxiété, la détresse psychologique, même effet, donc l'effet boucle d'or encore. Donc, plus grande anxiété, plus grande détresse psychologique. J'utilise un peu d'écran, je diminue. Puis ensuite, si je réaugmente trop l'utilisation des écrans, l'anxiété, la détresse psychologique remontent. Et j'ai l'effet inverse pour l'activité physique. Ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'on peut aussi faire ce qu'on appelle des analyses de médiation ou de modération. C'est-à-dire, est-ce que si je suis un grand utilisateur d'écran, mais que je fais de l'activité physique peut jouer un effet protecteur? Bien, oui, c'est le cas. Quand je vous disais qu'il ne faut pas prendre le temps à lui seul ou regarder le cellulaire de façon isolée, c'est important de regarder l'entièreté des comportements qui sont faits par le jeune pour bien comprendre les effets que les écrans peuvent avoir. Et l'activité physique peut jouer un rôle protecteur chez des grands utilisateurs d'écran.
Et un autre effet, puis je me permets une diapositive parce que c'est un sujet de recherche que j'ai aussi, mais tout ce qui est le contact avec la nature, l'effet de l'activité physique en nature, et ça, c'est des études, c'est pas moi qui les ai réalisées, mais qui sont relativement récentes, qui montrent aussi cet effet protecteur-là du fait d'aller passer aussi peu que 15 minutes en nature sur les effets ou les méfaits que les écrans peuvent avoir. Donc, tout comme l'activité physique, le fait de passer du temps à l'extérieur ou du temps en nature peut jouer un rôle pour protéger des méfaits de l'utilisation des écrans. Là, j'ai mis quelques références ici, mais si jamais, éventuellement, je me permets une petite parenthèse, il y a des gens qui voudraient d'autres références, puis je n'ai pas mis toutes les références des études que j'ai mis, mais gênez-vous surtout pas pour m'écrire, me demander mes contacts, puis je pourrais vous envoyer les rapports ou les études qu'on a fait sur le sujet. Maintenant, donc, je tombe dans la dernière section. Les stratégies. Donc, comme vous l'avez vu, puis je vous en ai parlé en début de présentation, quand on regarde l'utilisation des écrans, c'est quelque chose de complexe. C'est le temps, le contexte, le moment, les contenus. Donc, et aussi les jeunes, les individus qui les utilisent. C'est pourquoi aujourd'hui, je reste avec des stratégies peut-être un peu plus générales, mais qui, selon moi, sont des incontournables. C'est comme les piliers des interventions qu'on devrait avoir pour minimiser l'effet des écrans, ou du moins s'assurer que l'utilisation des écrans qui est faite en est une qui est équilibrée. D'accord? Première chose pour moi, c'est de favoriser une prise de conscience. On met souvent de l'avant que les écrans sont néfastes, mais on oublie souvent aussi leur côté positif, comment ils peuvent nous rendre service. Et de prendre conscience de l'utilisation qu'on fait des écrans, pour moi, est la première chose qu'on doit faire. C'est comme si je disais à quelqu'un qui veut s'entraîner pour un marathon, bien, je vais te prescrire tout de suite la course sans savoir ta condition physique initiale. L'idée au départ, c'est de savoir, bien, c'est quoi le portrait que j'ai, moi, comme utilisateur des écrans. Et ici, vous avez deux temps d'écran réels, donc mon téléphone cellulaire, celui de ma fille. Donc, vous pouvez voir que le temps d'écran de ma fille est de 5,29 heures par jour et elle est sous la moyenne de ce que j'observe dans mes études, alors que comme père, je suis complètement découragé de la vie. Juste ça, pour moi, c'est un outil que j'utilise constamment comme parent, c'est-à-dire j'ai accès à son temps d'écran, puis quand je trouve que ça fait longtemps qu'elle en fait, je fais un screenshot de son temps d'écran, puis j'y envoie en texto. Puis souvent, c'est drôle, je la vois apparaître ou sortir de sa chambre, puis aller prendre une marche avec le chien. Au-delà de ça, par contre, il y a vraiment beaucoup de questionnaires qui existent pour faire un portrait de quelle est notre utilisation des écrans, mais aussi quel est l'impact que les écrans ont sur notre vie. Un questionnaire qu'on utilise beaucoup, nous, dans nos études, c'est l'IAT, qui est le Internet Addiction Test. Puis ce questionnaire-là, en fait, il nous fait prendre conscience de l'impact du temps que je passe sur Internet sur d'autres tâches de la vie quotidienne. Donc, simplement le remplir, souvent nous amène à dire ah, je n'avais pas réalisé qu'effectivement, je passe peut-être moins de temps avec mes amis que quand j'y réponds. Là. Fait que cette première étape-là de prise de conscience, pour moi, elle est essentielle. Puis je vous présenterai tout à l'heure euh, le site Pause. Pause que vous connaissez probablement, Pause ton écran, développé par Capsana. Mais il existe plein d'outils que vous pouvez utiliser pour faire ce portrait-là, autant chez les jeunes au primaire, secondaire, que je pense qu'il... Donc, cette première étape-là de prise de conscience, pour moi, elle est essentielle avant de commencer quoi que ce soit. La deuxième, être un modèle. Être un modèle, ce n'est pas nécessairement être un modèle seulement comme utilisateur d'écran, mais c'est déjà un bon point de départ. Vous pouvez voir en tout cas que moi, je ne suis pas à la même place. En tout cas, sur l'utilisation du cellulaire, je ne suis pas à la même place que ma fille. Mais être un modèle, c'est être un modèle sur les autres aspects de la vie aussi. D'accord? Mais être un modèle, pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel parce que nos données le montrent étude après étude qu'on fait. Le temps d'écran des parents est étroitement lié au temps d'écran des enfants. Et une des choses aussi que les ados nous disent souvent,
C'est pourquoi mes parents me demanderaient d'être moins sur mon cell alors que mes parents sont tout le temps sur leur cell. Ça, je l'ai de 80% des ados quand on fait des groupes de discussion. Donc, être un modèle, pour moi, est quelque chose d'essentiel. Et ça va m'amener à la diapositive suivante, qui est d'établir des règles. Et j'ai mis en rouge « Appliquer les règles ». Établir des règles, c'est une chose. Quand je pose des questions aux ados dans les écoles, je dis « Est-ce qu'il y a des règles pour l'utilisation du cellulaire à l'école? » Oui. Est-ce qu'ils sont appliqués? Non. Je pose la même question aux profs. Ils me disent oui pour les règles. Est-ce qu'ils sont appliqués? Ils me disent non. Je pose des questions aux parents. Est-ce que vous avez des règles? Oui. Est-ce qu'ils sont appliqués? Non. Fait qu'on a vraiment un enjeu au niveau de la mise en place de règles et de leur application. Pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être priorisé. Et c'est quelque chose qui doit être fait de façon simple pour qu'on puisse les appliquer. Si on a en fait, ce que je réalise souvent, c'est que les règles sont tellement strictes ou peu applicables qu'elles ne sont pas appliquées. Une des choses aussi, c'est que dans les règles, beaucoup de jeunes me rapportent qui n'ont pas été impliqués dans le choix de ces règles-là et qui auraient aimé avoir des règles modulées différemment. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, est essentiel si on souhaite mettre en place des règles, c'est qu'il faut impliquer les parties prenantes. Et le dernier point avec la mise en place de règles, c'est que ces règles-là, pour moi, elles ne doivent pas être unidirectionnelles pour l'ado. Je vous l'ai dit à la diapositive précédente, les parents aussi doivent être des modèles. Si on se donne des espaces sans écran à la maison, si on se donne des moments sans écran à la maison, bien, il faut que ce soit des règles qui sont appliquées à tous. Et ce genre de règles-là, pour avoir déjà essayé un projet pilote avec des jeunes, fonctionne davantage que les règles qui sont ciblées uniquement aux jeunes ou des règles qui seraient différentes pour les adultes et pour les jeunes, particulièrement pour les ados. Finalement, j'irai avec l'idée de favoriser une utilisation constructive des écrans. Je pense que les écrans peuvent être un atout aussi pour favoriser l'adoption d'un mode de vie physiquement actif. J'ai de plus en plus de recherches qui intègrent les technologies pour faire en sorte que les jeunes soient de plus en plus actifs. Et dans une étude qu'on a réalisée il y a déjà quelques années, puis là, le graphique est compliqué pour rien, là, mais ce que ça dit, c'est que les jeunes qui utilisent les technologies pour être actifs sont plus nombreux à être actifs que les jeunes qui n'utilisent pas de technologie pour être actifs. Fait que les technologies peuvent aussi être une aide à augmenter l'adoption, promouvoir l'adoption d'un mode de vie physiquement actif. C'est quelque chose qu'il faut considérer. Et j'en ai pas parlé, mais puis là, on le voit dans cette citation-là, en fait, là, quand on a atteint un objectif, puis de plus en plus, entre autres, les applications Garmin, Strava de ce monde nous donnent des badges, puis ont des récompenses, puis des félicitations. Mais ça, c'est le circuit de la récompense avec la dopamine. Mais c'est le même principe pour l'addiction. C'est le même circuit qui est utilisé. C'est juste que les gens utilisent cette théorie comportementale-là de façon à faire en sorte que les gens l'utilisent davantage. Mais il y a des applications comme Space, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais que vous pouvez retrouver sur, entre autres, le site de Pause, qui est une application qui permet de se débarrasser du temps d'écran de la même façon avec cette même boucle de rétroaction-là. Donc, l'idée de voir aussi que les technologies peuvent être une aide à se déconnecter des technologies, je pense que c'est quelque chose qu'il faut envisager. On n'arrêtera pas d'utiliser les écrans demain matin. Donc, il faut apprendre à vivre avec. Je pense qu'il faut prendre conscience de qu'est-ce qu'on en fait comme utilisation. Finalement, dernière diapositive, je pense qu'on a, je vous présente deux sites. Il y a beaucoup d'organisations qui font des trucs vraiment chouettes. Pause, qui je pense est plus connu. Est-ce que vous connaissez, à main levée, qui connaît le Ciel? Donc, Ciel, pour moi aussi, qui est vraiment intéressant. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est l'approche émotive, en fait, axée sur l'intelligence émotionnelle. Je pense que c'est comme ça qu'il faut aborder avec les jeunes la discussion des écrans. C'est très émotif. J'ai juste à demander à mes ados de serrer leur écran, puis on le voit que ça génère des émotions. Fait que je pense que c'est des discussions qui sont importantes.
2 sites qui offrent plein de ressources, qui sont ciblés pour des intervenants, des parents, qui s'adressent directement aux jeunes. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Mais un message avec lequel j'aimerais qu'on termine, c'est souvent, puis je travaille avec des compagnies, entre autres, moi, pour les technologies en matière d'adoption de saines habitudes de vie, des technologies liées à la réalité virtuelle, les jeux vidéo. Je travaille des projets sur les e-sports avec les jeunes, avec des écoles, des parents, des jeunes, le gouvernement, des intervenants. Ce que je réalise, c'est qu'on a tous nos actions, mais nos actions sont souvent très en silo. On n'a pas encore trouvé une façon, malgré le fait qu'on a une commission présentement qui, pour moi, je pense, va laisser la même chose. On va laisser plusieurs groupes intervenir de façon un peu isolée. Et je pense qu'on aurait avantage, et là, je n'ai pas la solution aujourd'hui, mais à essayer de faire en sorte que ces différents acteurs-là, ces différentes structures-là puissent apprendre à mieux travailler ensemble. Puis je parlais tout à l'heure, avant les conférences, du financement de la recherche. Bien, il y en a des gens qui développent des jeux vidéo qui ont un intérêt pour la santé mentale des jeunes, qui sont prêts à financer de la recherche, puis dire bien, comment mes jeux peuvent être intéressants pour les jeunes, mais comment je peux aussi faire en sorte qu'ils se déconnectent de mes jeux, puis qu'ils ont cette préoccupation-là. Je ne dis pas que c'est toutes les compagnies, fais attention. Mais je pense qu'il y a à développer ces partenariats-là. Ce n'est pas en les laissant travailler de leur côté qu'on va les amener à travailler nécessairement dans la bonne direction. D'accord? Je finis ma présentation en vous remerciant. Donc, je finis tôt, mais j'ai commencé tôt, fait que ça va, je pense. En vous laissant avec un de mes auteurs préférés de bande dessinée, qui est Tom Gould, qui même lui a intégré, qui est en fait des bandes dessinées sur les romans ou la littérature, mais qui même lui a intégré dans sa routine de lecture le soir l'utilisation des écrans, puis peut-être même que ça ressemble à certains d'entre vous parfois. Merci. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Alors, merci beaucoup. On a des questions. Pour les gens qui sont en ligne, il faut aller dans questions-réponses et non dans le chat. Le chat est fermé. Alors, on a une première question qui dit, on parle beaucoup des méfaits des écrans. Qu'est-ce qui expliquerait les bienfaits d'une petite quantité de temps d'écran sur la santé mentale? Ben, je veux dire, en fait, la réponse, elle est aussi complexe que pour les méfaits, parce que chaque jeune va chercher quelque chose de différent à travers son utilisation des écrans. Mais je vous dirais que les bienfaits qui ressortent le plus quand on questionne les jeunes chez nous, c'est beaucoup l'aspect social. Mais en contrepartie, on voyait qu'ils ont beaucoup moins de contact social en vis-à-vis. Mais cette possibilité-là de pouvoir être en contact, je vais dire comme ça, constant avec leurs amis, c'est un des aspects qui semblerait pour moi l'aspect numéro un qu'eux font ressortir comme étant un des bienfaits des écrans. Merci. J'ai une autre question. A-t-on cherché à savoir pourquoi sortir les cellulaires de la chambre avait un impact positif sur le sommeil? Mais en fait, oui, on a cherché à savoir. Nous, on ne l'a pas fait, mais en fait, les études qui l'ont fait montrent en fait que le cellulaire, puis c'est quelque chose qui est même très, très fort, là. Nous, dans les examens, on a sorti les cellulaires des salles de classe parce qu'on a réalisé que même quand ils étaient dans les classes, nos étudiants y pensaient très, très fort. La raison pour laquelle on a pensé les enlever, c'est une bonne question. Je ne pourrais pas avoir la réponse aujourd'hui. Mais ce que les études montrent, en fait, c'est qu'on l'utilise ou qu'on ne l'utilise pas, si on est en présence du cellulaire, c'est aussi vrai quand on étudie puis on l'a sur le bureau en face de soi, mais ça influence la cognition, ça influence nos comportements. Merci. J'ai une autre question. Est-il vraiment souhaitable ou est-ce vraiment une bonne pratique d'utiliser des applications qui utilisent des systèmes de récompense dans le but d'augmenter l'activité physique ou de diminuer le temps d'écran? Et entre parenthèses, c'est la dépendance aux micro-récompenses qui va avec. Ben, en fait, je pense que si l'application est bien conçue, oui. Parce qu'en fait, ce circuit de la récompense-là, c'est le même qui nous amène à nous nourrir. Fait que c'est pas un mauvais circuit que le circuit de la récompense. Puis si je pratique au basketball, quand je lance le panier et qu'il rentre, c'est le même circuit dopaminergique qui rentre en ligne de compte. Après ça, ce qui est
devenu problématique, c'est qu'on a utilisé des algorithmes pour faire en sorte qu'on devienne dépendant de certains signaux. Mais je pense que si on rééquilibre cette circuiterie-là récompense, parce qu'en fait, ce qui fonctionne bien dans cette circuiterie-là, c'est l'imprévisibilité de la récompense. C'est que si je m'attends à avoir une récompense, la dopamine est moins importante. Si je ne m'y attends pas, c'est là que ce qu'on appelle le surge de dopamine est plus important. Et c'est pour ça que certains réseaux sociaux retiennent des notifications et vont vous les envoyer quand vous y attendez le moins pour créer justement cette dépendance-là. C'est pour ça que pour moi, je pense qu'une application peut être bien conçue de par le fait que c'est un mécanisme naturel qui existe même s'il n'y a pas d'écran. Intéressant. J'ai une autre question. Lorsqu'il est question d'une petite quantité de temps d'écran pour les bienfaits, de combien de temps parle-t-on? Encore une fois, moi, je vais être un peu du côté de ceux qui ont abandonné la limite de temps d'écran. Un 30 minutes pourrait être très néfaste, comme un 10 minutes pourrait être très néfaste, dépendamment du contenu, du moment, du contexte. Donc, pour moi, il n'y a pas de dose optimale. C'est vraiment à voir dans son ensemble en fonction des différents paramètres. Tu sais, on le voyait tout à l'heure sur une des diapositives. Écouter un film, ça n'a pas les mêmes effets que de discuter sur les réseaux sociaux. Puis discuter sur les réseaux sociaux avec des amis ou discuter sur les réseaux sociaux avec des étrangers, ça n'a pas le même effet, encore une fois, pour des durées qui pourraient être similaires. Donc, il n'y a pas de dose optimale. Merci. J'en ai une autre, une dernière, qui est un petit peu plus spécialisée. Je ne sais pas si vous allez être en mesure d'y répondre. C'est d'abord, merci pour la présentation. Est-ce qu'il y a un lien entre les algorithmes des réseaux sociaux et leur impact sur l'estime de soi? Par exemple, si je regarde une vidéo triste ou marrante, est-ce que l'algorithme aura tendance à de nouveau m'en proposer? Merci. Honnêtement, je ne pourrais pas répondre spécifiquement à cette Spécialisé. question-là. Les algorithmes ont beaucoup fait, en fait, pour répondre à nos besoins, par contre. Souvent, on renforce ce qu'on souhaite. Ça va souvent circonscrire l'information qu'on va recevoir parce que c'est de l'information à laquelle on répond bien. Après ça, comment on va répondre à cette information-là? Je ne pourrais pas aller jusque-là. Merci beaucoup, Félix. Ça a été fort intéressant. Alors, je vous propose une bonne main d'applaudissements.